Find the biggest voices in sport on the Sports Social Podcast Network. Michael's Under the Cosh. What is Under the Cosh? It's stories from behind the scenes, from the changing room, and it's raw, unfiltered, unsanitised, and straight from the horse's mouth. From the good old days. And the new series is out now. Who've we got, John? Matt Clattenburg, Yes. David Bentley, and many, many more. So search Under the Cosh and listen wherever you get your podcasts. Sports Social Podcast Network. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes avec aujourd'hui une question. Et si la clé pour courir plus vite ou plus longtemps ne résidait pas seulement dans votre VMA, votre cardio ou bien vos accessoires tels que les chaussures, mais dans quelque chose de plus profond? L'efficience, c'est cette capacité à avancer en dépensant le moins d'énergie possible et c'est un pilier de la performance. Alors dans ce nouvel épisode de l'œil du coach avec Bruno, entraîneur expert en endurance, nous allons explorer ensemble ce concept essentiel, à savoir l'économie de course. Nous aborderons ce qui fait la vraie différence. Tout d'abord, pourquoi la foulée parfaite ou les chaussures à plaque carbone ne sont pas des garanties pour votre efficience. Comment votre corps va ensuite s'adapter naturellement par la répétition, à l'image d'un pianiste faisant ses gammes. Et enfin, pourquoi courir lentement? Eh bien cela s'apprend aussi. Nous discuterons également de l'endurance musculaire, de ce travail à l'allure spécifique, mais aussi de la dérive cardiaque. En fait, tous ces petits détails qui, mis bout à bout, vous permettent de progresser sans effort supplémentaire, c'est-à-dire en étant économique. Si vous aspirez à devenir un coureur plus endurant, consommant moins d'énergie, cet épisode est fait pour vous parce qu'être performant, ce n'est pas en faire plus, mais c'est faire mieux. Je vous laisse sans plus attendre déguster cette nouvelle capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby. Comment rendre sa foulée plus économique? C'est le nouvel épisode du podcast pour lequel je vous souhaite une très bonne écoute et rappelez-vous, c'est en courant que l'on devient efficient. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une capsule L'œil du coach et nous allons aborder un de tes piliers de la performance, à savoir l'efficience. La question va être brutale Bruno, d'entrée de jeu dans cette capsule, est-ce que la chaussure peut être un moyen d'avoir de l'efficience dans sa foulée et dans sa biomécanique? Ou est-ce qu'il y a bien d'autres paramètres à prendre en compte avant de s'attaquer au modèle des chaussures que nous allons avoir au pied? Ah, effectivement, Seb, peut-être que tu penses aux chaussures qui font gagner des secondes et qui font courir nos sportifs actuels de plus en plus vite. Là, je sais pas. Moi, quand je parle et quand je pense efficience, je pense à nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui passaient des journées, soit à courir pour se sauver ou pour se manger, se nourrir. Et je crois qu'à cette époque-là, ils étaient pieds nus. Donc, ce qui ne les empêchait pas d'avoir une très grande efficience. Donc, je pense que la chaussure n'est pas le premier point sur lequel on va insister pour améliorer l'efficience de nos auditeurs. Alors je me rappelle Bruno de petits conseils que tu m'avais transmis quand tu étais passé du côté de Beaugency pour une séance d'entraînement. Je t'avais demandé comment je pouvais améliorer ma pratique, avoir une foulée qui soit peut-être un petit peu moins avant-pied dans cette optique de passer sur marathon et tu m'avais dit ça va prendre du temps, il va falloir que tu t'exerces à peut-être courir un petit peu plus sur l'arrière sans pour autant talonner. Et ça fait partie de ce travail dans les plans d'entraînement que tu mets en place pour avoir donc plus d'efficience. Donc, j'ai essayé d'appliquer tes conseils pour être sans doute un petit peu plus efficient. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais déjà, est-ce que l'on peut définir pour nos auditeurs ce qu'est l'efficience selon toi? Alors, l'efficience, selon moi, c'est ce qui va permettre de se déplacer à moindre coût énergétique. Donc l'efficience, c'est le rendement. Avoir une bonne efficience, c'est avoir un coût énergétique de la foulée, de déplacement qui soit le plus faible possible. C'est vraiment l'économie de course. On parle d'économie de course. Voilà, donc avoir un déplacement qui soit moins coûteux, ce qui va permettre, puisque c'est moins coûteux,
d'aller plus loin et plus longtemps. Donc ce n'est pas uniquement dans les chaussures. Donc déjà, on élimine ce côté-là parce que, tu l'as dit, c'est se déplacer. Ce qui fait que les bras vont avoir une utilité et un impact sur une foulée plus efficiente. Quelqu'un qui, viendrait à bouger de droite à gauche les bras sans être vraiment dans l'axe du mouvement, ça peut être déjà un premier axe d'amélioration au vu de ce déplacement plus efficace et plus économique en énergie. Ouais, c'est ça. Mais même si il faut toujours garder à l'esprit qu'on a chacun sa propre gestuelle, chacun sa propre façon de se déplacer. J'ai fait une compétition hier, les Bacchantes à Reims, donc une course au profit de la lutte contre le cancer de la prostate, et je courais avec un compagnon de course qui remuait beaucoup la tête. Et ça m'a interpellé de voir cette tête qui bougeait comme ça dans tous les sens, qui bougeait vraiment beaucoup. Et donc oui, je me suis dit tiens, ce garçon il gagnerait en efficience en ayant cette tête qui bouge un peu moins, mais sauf que c'est son schéma corporel à lui, c'est sa nature, donc peut-être qu'on peut avoir quelques gains en étant un peu plus axé, un peu moins comment dire, avoir moins cette tête qui bouge dans tous les sens, mais néanmoins c'est quelque chose qui est profondément ancré en lui et ça va prendre du temps pour le changer, et c'est même pas sûr qu'on puisse le changer à 100%. Donc faut toujours garder à l'esprit on peut croiser, enfin moi en tout cas je le fais souvent, hein, on croise des gens, on va reconnaître des gens à leur gestuelle, à leur déplacement, donc il y a toujours il y a pas autant de façons de courir que de coureurs, mais quasiment, hein, avec vraiment des typicités particulières, et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir respecter. On a des personnes qui vont pouvoir être plus penchées d'un côté, avoir, comme tu l'as dit, la tête qui va dodeliner, bon, à l'image de Paula Radcliffe, ça l'a pas empêché de faire de très très belles performances et d'être une championne de haut niveau. Très bon exemple. On a finalement ce schéma corporel qui est déjà une base sur laquelle il sera peut-être difficile de jouer. Alors, comment on va pouvoir, Bruno, déterminer si on est efficient dans notre pratique, dans notre entraînement, sans pour autant pousser les portes d'un laboratoire? Et est-ce que en laboratoire, on peut déjà, ou on pourrait évaluer l'efficience d'un coureur? Ça, c'est une question auquel j'ai pas forcément la réponse. Je sais pas si tu as des infos là-dessus. Alors oui, on peut, hein, mais une fois encore, c'est pas forcément accessible au plus grand nombre. Hein. Ça me fait penser, comme toujours, à cette notion de seuil là, sur laquelle on discute souvent. Le seuil, ça existe, c'est bien, mais personne ne peut avoir accès à ces données. Enfin, en tout cas, 99% des gens n'y ont pas accès. Donc oui, on peut mesurer ça. D'ailleurs, il y a des études. En fait, cette notion d'efficience, moi, je me suis pas levé un matin en me disant il faut être efficient. C'est la littérature qui nous l'apprend, et ce sont les études scientifiques qui nous l'apprennent. C'est-à-dire que quand on veut savoir si effectivement l'efficience permet d'améliorer la performance, c'est validé par des études en laboratoire. Donc, on a mis en place des protocoles qui permettent de mesurer justement l'efficience du coureur. Donc on peut la mesurer, puisque c'est parce qu'on la mesure qu'on se rend compte qu'elle s'améliore, et que donc c'est un paramètre à prendre en compte dans l'entraînement. Alors je vais pas citer ceux qui ont fait ces analyses, mais il y a des labos, hein, qui ont vraiment mesuré ça, qui ont mesuré et qui sont arrivés à cette conclusion que l'être humain a cette capacité à améliorer naturellement sa foulée pour la rendre la plus efficace possible. On a beaucoup de discussions sur la foulée avec des écoles différentes, hein, qui disent voilà, il faut faire tant de pas par minute, il faut courir sur l'avant du pied, il faut avoir une foulée plus longue. Moi, on me disait mais ta foulée, elle est toute petite. T'imagines, si tu gagnes 1 centimètre par foulée, 1 centimètre, c'est rien. Si tu multiplies ça par 100 kilomètres, tout ce que tu vas gagner. Ouais, c'est vrai que c'est logique tout ça. Mais sauf que ça marche pas comme ça. Et allonger ma foulée, ça ne m'aurait rien apporté, si ce n'est des heures et des heures à essayer de la transformer, alors qu'en fait, naturellement, elle était faite pour être à cette longueur-là. Donc, Coluche disait la bonne longueur des jambes, c'est quand les pieds touchent par terre. Ben moi, je dis la bonne longueur de la foulée, la bonne foulée, c'est celle qu'on a naturellement, spontanément, et elle va s'améliorer simplement en répétant un geste, parce que nos ancêtres nous ont transmis cette capacité qu'on a à avoir naturellement et spontanément. Alors c'est
c'est sûr que c'est pas forcément vendeur de dire à quelqu'un, en fait, plus tu vas travailler ta foulée et plus elle va s'améliorer. Mais en fait, c'est comme ça que ça se passe et les études scientifiques nous le prouvent. Est-ce qu'on peut avoir différentes foulées, une efficience différente en fonction de l'allure ? Par exemple, entre le footing et une allure spécifique sur une course telle que le 10, le semi ou le marathon, est-ce qu'on peut rencontrer des foulées qui vont évoluer avec peut-être plus de rythme, plus de cadence, plus d'amplitude au fur et à mesure que la vitesse augmente ? Oui. Et ça, c'est quelque chose, c'est presque le nœud de la discussion, c'est-à-dire qu'en fait, cette efficience, on va l'avoir de manière différente en fonction de la vitesse de course. Une allure qu'on n'aura pas travaillé à l'entraînement ne sera pas une allure efficiente. En fait, les allures qu'on va répéter à l'entraînement, si on a une seule allure d'entraînement, on sera efficient uniquement à cette allure. Alors c'est pas très compliqué à comprendre. Il suffit de regarder un coureur débutant. Un coureur débutant court généralement toujours à la même allure parce qu'il n'est pas capable forcément spontanément d'avoir différentes allures. Plus le coureur va être complet, plus le coureur aura d'expérience, plus il aura des allures différentes d'entraînement et plus il aura des efficiences différentes en fonction de ses allures d'entraînement. Quelqu'un qui court toujours, le coureur qui débute et qui court toujours plus ou moins à la même vitesse, même si en général cette vitesse s'améliore, il n'a qu'une seule efficience. Alors que le coureur qui fait de la VMA, qui fait de l'EMA, qui fait de la vitesse spécifique, il va avoir différentes efficiences. Il sera efficient à son allure de VMA, il sera efficient à son allure de EMA, il sera efficient à son allure spécifique. C'est pour ça que c'est important de bien prendre en compte les différentes allures et de les travailler chacune spécifiquement. Je l'ai vu, Bruno, sur la préparation du marathon, quand je devais faire des sorties longues, elles étaient pour moi bien plus éprouvantes, alors que le rythme était beaucoup plus lent, que des séances spécifiques 10 km ou semi-marathon, où la foulée et la vitesse va être bien plus importante. À rythme lent, j'avais l'impression de vraiment peiner et d'être dans un schéma corporel qui n'était pas du tout celui habituel. Parce que j'ai pas l'habitude justement de travailler sur ces allures et c'était quelque chose de nouveau. Donc là, ça nécessite beaucoup d'adaptation et du temps pour travailler et d'avoir ce rythme à une foulée qui soit beaucoup plus lente, chose que je ne faisais pas puisque c'était un premier pour moi. C'est exactement ça. Donc quand je disais on a des études scientifiques qui montrent qu'en fait les coureurs entraînés, enfin les coureurs qui s'entraînent, sélectionnent en fait naturellement la bonne longueur de foulée, le bon temps de contact au sol, la raideur des jambes, quand on parle de raideur des jambes, c'est au moment où le pied touche le sol. Tout ça, en fait, ce qui est optimal dans tous ces paramètres-là se fait naturellement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est prouvé, des études ont été faites pour montrer qu'en fait, la bonne longueur de foulée, la bonne fréquence, c'est un peu auto-optimisé par les coureurs entraînés. Ça se fait tout seul. Et donc, par rapport à ce que tu disais, on a cette confirmation sur le terrain. C'est-à-dire que c'est bien que les scientifiques nous disent c'est comme ça que ça marche. Mais on a tous été confrontés à ce que tu décris. C'est-à-dire que on va courir avec quelqu'un qui court moins vite que nous parce qu'on a envie de passer un moment avec lui ou parce qu'on l'accompagne. On n'est pas à l'aise dans cette allure qui est plus lente. On comprend aisément qu'on n'est pas à l'aise dans une allure plus rapide. C'est-à-dire qu'on va courir avec quelqu'un qui est plus fort, on n'y arrive pas parce que oui, forcément, on est essoufflé, etc., et on se dit mais plus lentement, c'est la même chose. Enfin moi, quand je suis passé du 100 km au 24 heures, j'ai dû réduire ma vitesse de 3 ou 4 km/h. Au début, c'est paradoxal. Tu dis c'est plus long, ça devrait être plus facile, et en fait ça. Non. C'est ça, et c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'endurance ne se transfère pas. C'est pas parce que on court plus vite qu'on va courir facilement moins vite. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on insiste. C'est pour ça que je trouve que cette capsule, elle est très importante parce que autant il y a des choses qui sont admises, VMA, puissance aérobie, etc., etc. Ça, c'est pas discuté, mais en fait, voilà, cette notion d'efficience avec ces différentes allures, c'est pas forcément quelque chose qui est logique. Voilà. Apprendre, je dis toujours que courir lentement s'apprend. On apprend à courir lentement. Et ça, c'est pas quelque chose d'évident. La logique voudrait se dire, je sais courir à 12, donc à 11, ça va être facile. Non.
Justement, c'est ça le problème, c'est que c'est pas parce qu'on court plus vite qu'on va y arriver. Moi, j'ai pas découvert ça, mais c'est des choses que le terrain, des vérités que le terrain m'a renvoyées quand j'étais en équipe de France de 100 km. À un moment où on a eu le privilège d'être champion du monde et donc de mettre un peu de lumière sur cette distance qui était un peu négligée par la FFA et par les marathoniens, des marathoniens qui avaient du mal peut-être à aller aux Jeux Olympiques ou à avoir des sélections, on s'est dit tiens, sur 100 km, peut-être que j'ai une opportunité. Et donc eux qui étaient capables de courir à 17-18 km/h, quand ils nous voyaient courir à 15, ils rigolaient doucement, quoi. Mais ils ont pas rigolé très longtemps parce que c'est pas parce que tu cours 42 à 18 ou 17 km/h que tu vas courir 100 à 15 à l'heure. Et ça, ils s'en sont vite rendus compte à leurs dépens. Et moi, ce sont des choses qui m'ont vraiment marqué. Je me suis dit, ah oui, voilà, donc ça confirme bien que c'est pas parce qu'on court vite à une certaine durée. Et ça, c'est peut-être la seule chose qu'il faut que les gens retiennent en écoutant cette capsule. C'est pas parce qu'on court vite une certaine durée qu'on va courir moins vite une durée beaucoup plus longue. C'est ça aussi l'illustration de l'efficience. Alors, à travers ces premiers paramètres, on a parlé de la posture, de la foulée. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs, peut-être un petit peu plus génétiques, de ce que nos ancêtres nous ont transmis? On n'est pas tout à fait identique par rapport à une flexibilité au niveau articulaire, au niveau d'une élasticité des tendons. Comment on va pouvoir contrarier un petit peu ce que la nature nous a donné pour être plus efficient? En répétant l'allure. Vraiment j'aime bien cette image du pianiste qui fait ses gammes. Et voilà, nous, on doit faire nos gammes. Nos gammes, c'est notre allure, l'allure de notre objectif. On veut courir un marathon à 10 km/h, on va répéter des allures à 10 km/h. On veut courir un 10 km à 12, on va répéter son allure 10 km à 12. C'est vraiment... alors, c'est pas vendeur, je sais, c'est pas vendeur de se dire que en fait l'adaptation elle se fait naturellement avec la pratique. C'est pas vendeur de dire qu'il faut courir à l'allure spécifique. C'est pas exceptionnel ce qu'on dit là. C'est du bon sens, c'est de la simplicité, mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est aussi simple que ça. Est-ce que des facteurs, je dirais un petit peu plus environnementaux, vont interagir et améliorer ou perturber cette efficience? Je pense à un revêtement qui répondra peut-être un petit peu moins, la chaleur, la météo que l'on peut retrouver. Est-ce que ça peut avoir un impact, peut-être plus en course, sur l'efficience de notre pratique? Oui, complètement. Comme tu le disais, le changement. Alors moi, si je cours, moi qui ai une foulée qui est très adaptée au goudron, au bitume et qui suis très peu efficient sur des chemins, je fais 1 km sur du goudron, j'enchaîne par 1 km sur chemin parce que mon parcours est comme ça, je perds beaucoup. Et tout de suite, et c'est immédiat. Et là, la sanction, le chrono, il est tout de suite là pour me faire rappeler que sur chemin, caillou, même si c'est plat, je suis beaucoup moins efficient. Et là, on peut pas se mentir non plus. Je veux dire, c'est précis, c'est tangible. Donc, la nature du terrain, en fonction de nos aptitudes, va avoir une influence sur notre efficience. J'aimerais bien être aussi à l'aise sur un chemin que sur du bitume, mais là j'ai pas cette capacité, j'ai pas cette qualité, donc je suis obligé de le prendre en compte. Et puis bien sûr, oui, comme tu le disais, la chaleur. Donc on a traversé, on sort de l'été et on a beau avoir la meilleure efficience possible, si on n'est pas attentif à contrecarrer les effets de la chaleur, notre efficience elle va vite être mise à mal. Donc oui, il y a plein de facteurs environnementaux qui impactent négativement l'efficience. Il n'y en a pas qui impactent positivement, hélas. Alors j'avais vu, Bruno, sur une préparation pour les 20 km de Paris, j'avais fait une préparation estivale il y a quelques années en utilisant quasi exclusivement la piste. Les enfants étaient en bas âge et le stade d'entraînement était un lieu idoine pour qu'ils puissent m'accompagner et que je puisse continuer à faire mes sorties. Et à tourner sur cette piste, finalement, j'avais délaissé beaucoup le bitume et arrivé sur le pavé parisien, eh bien, les allures étaient pas du tout conformes à ce que j'avais envisagé et prévu comme objectif. Donc là, quand on
veut faire du bitume, il faut aller manger du bitume. Si on veut faire du trail, il faut aller sur ce terrain pour s'entraîner. C'est ce que tu disais à travers l'exemple de cette bascule bitume-chemin. Si le pied n'est pas habitué, eh bien, il faut aller sur le terrain pour le travailler. Voilà, c'est ça. Moi, le conseil que je donne, c'est de toujours aller, si possible, sur le lieu et dans les conditions précises de la course que l'on prépare. Je pense à quelqu'un là qui habite sur le lieu du déroulement de son prochain trail. La note que je lui ai mise tous les dimanches, c'est va courir sur le parcours. Non seulement parce que ça te permettra de le connaître, mais en plus parce que tu vas être obligé, ton corps va s'adapter aux contraintes de l'objectif. Mais quand on prépare un trail à Chambéry et qu'on habite à Beaugency ou à Reims, c'est pas possible. Donc il va falloir aussi trouver une façon de s'adapter. Et il y a toujours des exemples qui confirment la règle. Je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, que récemment, je mets des pincettes. Il me semble que le vainqueur de l'UTMB ou un des très bons trailers qui a fait une grosse performance récemment a quasiment tout fait sur tapis. Je pense que c'est le vainqueur de l'UTMB, a fait une grosse partie de sa préparation sur tapis, ce qui va complètement à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer. Et pourtant, ça l'a pas empêché le jour J d'être performant. Alors peut-être que je dis une bêtise, mais je suis pas certain. Je pense pas. Moi, j'ai des exemples d'athlètes que j'ai entraînés qui préparaient les championnats de France de cross et qui n'ont jamais mis un pied sur les labours, parce que c'était beaucoup plus facile pour eux de s'entraîner dans un autre contexte qui était complètement inverse de ce qu'on allait préparer. Mais les gains obtenus dans ce contexte qui est différent étaient supérieurs au fait de s'imposer d'aller sur le terrain spécifique. Et je suppose que le vainqueur du TMB, ça devait être tellement compliqué pour lui d'aller s'entraîner ailleurs que sur un tapis, que les contraintes en fait que ça lui imposait étaient supérieures aux gains qu'il a obtenus en s'entraînant de manière très pragmatique sur un tapis, ou pour le coureur de cross à aller s'entraîner en salle, parce que en salle il faisait chaud, c'était bien, et finalement il a haussé d'autres valeurs qui ont compensé les gains qu'il aura obtenus en allant spécifiquement sur le terrain. Donc c'est un peu contradictoire, j'en ai conscience avec ce que je viens de dire juste avant, mais une fois de plus, faut jamais généraliser, et on s'aperçoit qu'il y a toujours un contre-exemple qui va nous dire que oui, mais lui il a réussi autrement. N'empêche que plus on va répéter des choses, des entraînements dans le contexte du jour J, et plus on va améliorer notre efficience. Ça c'est avéré. Bruno, toi qui accompagnes des sportifs à travers toute la France, voire même à travers le monde, comment tu fais pour mesurer à distance l'efficience d'un athlète qui fait appel à toi pour un plan d'entraînement? Et même, plus généralement, comment on va pouvoir faire sans passer les portes d'un labo pour examiner et voir si notre séance, notre course a été efficiente? Alors, avec les outils modernes, c'est vraiment facile. Moi, je me fie à la forme de la courbe de la fréquence cardiaque de la séance spécifique. Et l'idée, c'est que cette courbe de fréquence cardiaque soit la plus linéaire possible. Plus la courbe est horizontale, plus j'ai la preuve que l'efficience du coureur est bonne. Mais une fois encore, en prenant en compte le contexte dans lequel ça se réalise, une séance spécifique avec un coureur qui est efficient réalisé dans les conditions de chaleur, la courbe ne sera pas horizontale. Donc il y a toujours des mesures, des précautions à prendre, pour que les mesures soient vraiment justes. Mais pour résumer, analyse d'une courbe de fréquence cardiaque d'une séance spécifique, ça coûte rien, c'est simple, ça se valide en un clin d'œil, et c'est quand même très juste, et à terme on a vraiment sous les yeux quelque chose qui n'est pas invasif, qui n'est pas coûteux, et qui est très très efficace. Tu préconises quand même l'utilisation d'une ceinture plutôt que le cardio-fréquence-mètre que nous avons au poignet? Oui. Alors peut-être que dans 1 an, 2 ans, ça sera dépassé comme discours, mais à l'heure actuelle, pour vraiment avoir une analyse précise de la courbe de fréquence cardiaque, il faut utiliser une ceinture thoracique. La mesure au poignet, elle n'est pas très efficace, et c'est pas vraiment ce que j'utilise comme outil pour avoir
une vision très précise de l'efficience du coureur. Quand tu dis courbe plate sur un effort constant par rapport à cette séance spécifique, est-ce que tu tolères quand même un petit pourcentage de dérive ou c'est vraiment entre le début et la fin de cette fraction, de ce temps de travail à l'allure visée, ça doit pas bouger d'un seul battement ou est-ce qu'on a quand même une petite tolérance? On peut s'autoriser une petite tolérance de quelques battements, mais voilà, 3 battements, 4 battements, au-delà de 4, 5, voilà, c'est quand même le signe que l'organisme n'est plus aussi efficient, qu'il y a une certaine fatigue, entre guillemets, qui s'installe, alors qui peut être due à un manque d'efficience, qui peut être due à une allure trop rapide, qui peut être due à une absence d'hydratation, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, qui peut être due à un terrain qui n'est pas propice. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent interagir, qui peuvent impacter la fréquence cardiaque. Donc ça, l'entraîneur, il doit être très vigilant là-dessus. Vigilant à ce que l'hydratation soit bonne, vigilant à ce que le terrain soit correspondant à l'objectif qu'on va préparer. Voilà, il y a plein de facteurs qui sont déterminants et qui peuvent impacter la fréquence cardiaque. Je suis le premier à le dire. Il y a énormément de facteurs qui impactent la fréquence cardiaque. Donc, il faut vraiment s'assurer toujours que ce ne sont pas ces facteurs-là qui vont faire bouger la courbe, mais bien le manque d'efficience du coureur. Si un athlète vient te dire dans un retour de séance qu'il était bien, qu'il était à l'aise, que l'allure est quasiment respectée à la seconde près, mais que tu vois une dérive, c'est là que tu vas avoir peut-être une vigilance et lui apporter quelques conseils sur l'efficience. C'est ça. Et ça, c'est difficile à entendre parce que le coureur, quand il a fait une séance en me disant effectivement, oh là, j'étais vraiment bien, j'ai été régulier sur mon allure, mais que moi, je vois une fréquence qui dérive et je lui dis, en prenant des pincettes, oui, mais néanmoins, je vois une petite dérive de la fréquence cardiaque. C'est une manière de lui dire, attention, quel est le facteur qui a agi pour que ta fréquence cardiaque dérive? Est-ce que tu t'es bien hydraté? Est-ce que tu étais sur le bon terrain? Ou est-ce que tu ne vas pas trop vite? Ou est-ce que tu vas à la bonne vitesse, mais que on est en début de préparation, donc ton efficience va s'améliorer? Donc il y a toujours un dialogue qui doit s'instaurer entre le coureur et l'entraîneur pour essayer de trouver quelle est la bonne solution, comment on va essayer de la semaine suivante travailler toujours dans cette amélioration de l'efficience et d'être vraiment précisément sur voilà l'amélioration, parce que ce qu'on cherche c'est l'auto-optimisation, ce réglage un peu inconscient, automatique des mécanismes de course, cette aptitude qu'on a et qu'ont pas les autres êtres vivants. Un guépard, il sait pas faire ça. Un guépard, il court très vite, mais il sait pas faire ça. On a cette aptitude, nous les êtres humains, à auto-optimiser nos mécanismes de course, à réduire, à minimiser le coût métabolique, grâce à, une fois de plus, grâce à nos ancêtres. Et c'est vraiment ça qu'on recherche dans la séance spécifique. Donc, c'est important d'éliminer les autres facteurs, ceux que tu as très justement décrits et qui peuvent impacter. Et là, du coup, on va mettre à côté de la plaque, quoi. Quels vont être, Bruno, les leviers sur lesquels tu vas pouvoir appuyer pour que un athlète gagne en efficience? Tu l'as dit, c'est par la répétition de ses allures. On va, tel un pianiste, l'exemple que tu prenais tout à l'heure, répéter, faire des gammes. Est-ce que ces gammes athlétiques que on met parfois un petit peu de côté, parce que moi je fais pas partie de ces sportifs qui sont passés par les écoles d'athlétisme, faire du talon-fesse, faire des montées de genoux, de l'extérieur, je peux observer et dire à quelqu'un peut-être que tu vas te redresser un petit peu, tu vas monter un petit peu plus les genoux, tu vas engager un petit peu plus les bras, mais s'observer soi-même quand on court tout seul, c'est peut-être pas le plus efficace. Alors, toi qui appelles ça peut-être des gesticulations plus que des gammes, est-ce qu'il faut en faire? Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'efficience? Alors, ça n'a pas forcément un impact direct sur l'efficience. Pour moi, moi, quand je parle de gamme et que je pense au pianiste, c'est-à-dire que pour moi, faire ces gammes, c'est répéter. Le pianiste, il connaît son morceau par cœur. Il n'a pas besoin de l'apprendre. Mais néanmoins,
il va tous les jours jouer son morceau pour garder, et non pas gagner, pour garder cette adresse qu'il a, cette flexibilité. Alors je suis pas un spécialiste de la musique, mais je vois bien à quoi servent les gammes. Voilà, on sait le basketteur qui shoot, qui est capable de mettre 10 fois sur 10 la balle dans le cercle. Mais c'est pas pour autant qu'il va cesser de shooter tous les jours. Tous les jours, il va shooter. Pourquoi? Pour entretenir le geste, pour garder son efficience. Donc pour moi, les gammes, c'est ça, c'est répéter son allure de course. C'est le pianiste qui fait ses gammes, c'est le basketteur qui va tous les jours faire ses shoots. Quand on parle de gamme athlétique, moi, pour moi, ça s'adresse à des coureurs qui ont vraiment besoin d'avoir un pied fort, qui ont vraiment besoin de ressources qui, pour moi, ne sont pas celles de la plupart des gens qui nous écoutent et qui courent sur route ou en trail, qui vont pas forcément faire du 800 et du 1500. On sort des championnats du monde d'athlétisme. Oui, un coureur comme Jimmy Gressier, même s'il fait du 5000, 10 000, mais voilà, ou les coureurs de 1500, eux ont besoin de faire des gammes parce que ça leur apporte des compétences dont ils ont besoin pour courir. On peut pas courir sur l'avant du pied avec un pied fort si on n'a pas fait des gammes, si on n'a pas fait des exercices, parce que cette force de pied, on va pas l'acquérir par l'opération du Saint-Esprit. Et quand tu parles, pour aller jusqu'au bout de ma logique, quand tu parles de ces talons-fesses, de ces montées de genoux, pour moi, on est dans un troisième registre qui est celui de la mobilisation articulaire et musculaire, qu'il est utile de faire pour bien se préparer à l'exercice. Mais moi, je suis comme toi, je suis pas forcément quelqu'un qui va beaucoup insister là-dessus. Et je pense, comme tu le dis, que le coureur seul qui va faire par mimétisme des montées de genoux, des talons-fesses ou je ne sais quel autre exercice de mobilisation articulaire et musculaire risque de faire moins bien en le faisant tout seul que de le faire bien et comme ça devrait être fait pour que ce soit efficace pour son entraînement. Donc apprendre aussi avec des pincettes, mais c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui va te regarder, qui va te corriger, ça c'est très important. On n'a pas tous forcément ça à notre disposition. Alors quand tu vois les vidéos qui viennent du Kenya ou d'Éthiopie, où tu vois des groupes entiers faire les gammes, et quand on voit ce qui se passe avant une compétition ou lors de nos entraînements, on en rigole nous-mêmes au niveau de l'association. On se dit, là, est-ce qu'on le fait bien? Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il faut le mener? Ça passe par de la pédagogie et, comme tu l'as dit, au niveau de l'efficience, c'est plutôt dans la répétition de l'allure que ça va être efficace. Dans l'intégration, Bruno, de cette notion d'efficience, est-ce que c'est lors des séances spécifiques ou est-ce qu'en amont d'une préparation, sur une préparation générale, on peut peut-être intégrer de façon un petit peu plus conséquente ce travail pour une foulée beaucoup plus économe? Ce travail quand tu parles de ce travail, tu veux dire la séance spécifique? Oui, pour avoir de l'efficience. Ouais, exactement. Voilà, ouais. Oui, pas le travail de gamme ou de choses comme ça ok. Alors, moi, je réserve ce travail de l'efficience uniquement en préparation spécifique. C'est-à-dire, dans la préparation générale, l'accès, le fait de faire de l'efficience n'est pas pour moi quelque chose qui est indispensable. On va plutôt privilégier le travail de puissance et d'endurance dans la préparation générale et plutôt dans la préparation spécifique axée sur le travail de l'efficience en priorité. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut que la préparation spécifique elle soit suffisamment longue pour qu'on ait le temps d'améliorer l'efficience. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais après, cette notion d'allure spécifique, elle est normalement habituelle chez le coureur. On va pas d'un seul coup passer de 50 minutes au 10 km à 40 minutes. Donc la notion d'efficience, l'allure de l'efficience, c'est quelque chose qui est quand même si on cherche à progresser, ce sont des allures que le coureur a l'habitude de pratiquer. Donc même si on est quelques semaines, quelques mois sans l'avoir répété durant la phase de préparation générale, quand on va s'y remettre au moment de la phase de préparation spécifique, les habitudes vont vite revenir et l'efficience, qui n'est pas forcément si mauvaise que ça parce qu'on l'a pas travaillé pendant des semaines, va de nouveau se mettre en place assez rapidement.
Est-ce que l'on peut quantifier l'efficience seulement à travers des chronos qui vont être réduits course après course? C'est presque philosophique comme question. Oui. On pourrait dans l'absolu se dire qu'on peut améliorer une performance en améliorant la puissance, l'endurance et pas l'efficience. On pourrait se dire, par exemple, que quelqu'un qui a beaucoup travaillé sa puissance et son endurance aérobie, je parle d'endurance aérobie, va améliorer sa performance sans améliorer son efficience. C'est possible dans l'absolu. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Mais pour obtenir la meilleure performance possible, pour la substantifique moelle, c'est en améliorant les trois qu'on va obtenir le meilleur résultat. Mais on pourrait aussi envisager, pour aller très loin dans la réflexion, se dire que sans améliorer l'efficience, on peut améliorer la performance. En termes d'adjuvants, on le voit tout de suite, ce dont on parlait en début de capsule, la chaussure, est-ce qu'elle a un impact aussi important? On nous vante aujourd'hui des chaussures qui courent vite à plaque carbone. Quel conseil tu donnes à des sportifs qui vont le jour de la compétition revêtir ce type de souliers? Est-ce qu'il faut les garder précieusement au chaud pour les courses et ne travailler qu'avec des chaussures conventionnelles sur le reste de l'entraînement? Ou est-ce que sur ces séances spécifiques, on va pouvoir les mettre pour habituer le pied à travailler avec ce type de modèle? Alors, si on a affaire à un coureur qui va optimiser la chaussure, donc quand même courir à une vitesse relativement rapide, oui, utiliser les chaussures en question pour s'y habituer, ne serait-ce que pour s'y habituer pendant les séances spécifiques, ça me paraît être un bon conseil. Moi, je suis pas forcément un adepte, et puis de toute façon, je cours plus assez vite pour les utiliser comme il faut. Je suis pas un adepte de ce type de chaussures. Je fais partie de l'ancienne génération, mais je pense qu'une fois encore, dans ce type de discussion qu'on a, il faut trouver un juste milieu entre toute séance avec des chaussures plaque carbone et zéro séance. On peut trouver un juste milieu et les utiliser de temps en temps durant les séances spécifiques. Ça me paraît être un conseil de bon sens. En termes de bon sens, Bruno, un coureur qui viendrait aujourd'hui à te demander de changer sa foulée, qu'est-ce que tu mets comme point de vigilance? Est-ce que tu vas valider? Est-ce que tu vas être là aussi beaucoup plus mesuré, comme on l'a dit tout à l'heure, pour quelqu'un qui voudrait gagner en efficience? En général, ma réponse, c'est de dire aux gens, votre foulée, c'est la vôtre, et votre foulée, c'est la bonne. Et le fait que des études scientifiques corroborent cette idée, ça m'aide, parce que forcément, c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre. Les gens qui se posent ce genre de questions trouvent généralement, et je suis bien placé pour le savoir parce que moi, quand je me voyais courir, ça continue d'ailleurs, je trouvais pas que c'était très joli, très esthétique, mais n'empêche que c'était quand même relativement efficace. Et donc, je pense que ces personnes-là ont envie d'entendre un autre discours, que ta foulée c'est la tienne et il faut pas que tu la changes. Mais moi, j'ai en mémoire des gens d'une redoutable efficacité avec des foulées qui ressemblaient à rien. Oui, c'est sûr qu'on a envie que ça soit aérien, que ça soit beau, que ça soit esthétique, mais est-ce qu'une foulée doit être absolument esthétique? Est-ce qu'elle doit répondre au canon de la beauté ou de la beauté qui est toujours en général liée à une période? Moi, je pense pas. Donc, mon conseil, c'est celui-là, c'est de dire votre foulée, c'est la vôtre, c'est la bonne, c'est celle que naturellement vous allez adopter, surtout si vous la répétez, parce que si vous ne la répétez pas, votre efficience ne sera pas bonne. Puis voilà, faites avec ce que vous avez, c'est bien, c'est votre potentiel génétique, c'est ce que vos parents vous ont transmis, c'est ce que vous avez à votre disposition, travaillez-le beaucoup, parce que les gens qui réussissent travaillent beaucoup, mais n'essayez pas de changer quelque chose qui va prendre du temps, qui peut-être ne changera jamais, qui va vous coûter une énergie folle pour pas grand-chose, voire pour rien. À travers cette efficience, Bruno, en la travaillant, on l'a dit de manière spécifique, c'est un moyen peut-être d'éviter d'avoir une foulée qui va
notamment sur un 10 km ou encore plus sur un marathon, se dégrader au fil du temps avec le retour des impacts à répétition. Est-ce que c'est un moyen que l'on peut mettre en place pour contrer cette fatigue musculaire, ou est-ce que là on est sur quelque chose de complètement différent sur la sphère du renforcement et de la physiologie pure? Non, mais c'est ça en fait, c'est que on parle d'endurance. Moi je parle d'endurance aérobie, c'est-à-dire cette capacité qu'on va avoir d'utiliser le plus gros pourcentage de sa puissance aérobie, de sa VMA pendant un certain temps. Ça c'est l'endurance aérobie, hein, les séances de MA. Donc ça c'est quelque chose qui est très important et qui va permettre de courir vite longtemps. Mais néanmoins, si on oublie que on a besoin aussi d'une endurance articulaire et d'une endurance musculaire, on fait, c'est le cas de le dire, on fait fausse route. On a besoin de cette endurance musculaire, on a besoin de cette endurance articulaire qui s'améliore d'ailleurs jour après jour. On parle souvent de gens qui font des exploits, qui répètent des performances jour après jour, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ces gens-là ont travaillé, volontairement ou pas d'ailleurs, leur endurance articulaire, leur endurance musculaire. Donc l'efficience, c'est ça aussi, c'est l'amélioration des mécanismes des mécanismes de course. On a amélioré en fait la foulée pour avoir un impact au sol, un coût métabolique qui soit faible, mais on a aussi amélioré l'endurance articulaire. Voilà, hein, c'est cette capacité qu'a le squelette à supporter des chocs et des impacts, qui d'ailleurs au final sont bénéfiques. Et puis on a aussi amélioré la capacité du muscle à absorber ces chocs, ces impacts, ces contractions excentriques quand on descend, concentriques quand on monte. Et le fait d'avoir cette endurance musculaire, le tout va améliorer l'efficience. Il n'y a pas que de la mécanique dans l'amélioration de l'efficience. Il y a aussi voilà de l'endurance, de l'articulaire, du musculaire. C'est tout un ensemble en fait qu'on doit mettre en place pour améliorer son efficience. Alors autour de cette économie de course, est-ce que tu as trouvé, Bruno, 3 points pour résumer un petit peu ce que l'on vient de dire dans cette capsule? Ce seraient les 3 points de Bruno. Ça marche toujours par 3. C'est comme ce trépied de la performance. Là, ce sera les 3 points sur cette notion d'efficience en course à pied. C'est ça, les 3 points pour moi qui suis né à 3. Alors, je dirais... on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah ouais, c'est ça. Donc c'est en forgeant qu'on devient efficient. Donc répéter. Ça c'est quelque chose qui est important pour améliorer l'efficience. Cette capacité naturelle qu'on a à s'améliorer. Donc elle ne vient que de la répétition. Donc répéter. Après, pour que ça fonctionne, le deuxième point, c'est de déterminer avec précision son allure de course, puisque l'endurance n'est pas transférable. On est fort à 10 km/h, on n'est pas fort à 11, on n'est pas fort à 12, on est fort à cette allure-là. C'est le principe de l'endurance qui n'est pas transférable. Donc, c'est important de déterminer avec précision son allure de course pour pouvoir la travailler. Voilà. Si on ne sait pas à quelle vitesse on va courir, on ne sera pas efficient à la bonne allure. On ne sera pas dans la précision dont on a besoin. Donc, deuxième point, déterminer avec précision sa vitesse de course. Et après, le troisième point, c'est de la respecter scrupuleusement, cette allure de course. C'est-à-dire qu'il suffit pas de l'avoir déterminée, il suffit pas de la répéter, il faut aussi être très précis et respecter cette allure. Voilà, on n'est pas à 2 ou 3 secondes près, mais on n'est pas non plus à 10 secondes. Donc on respecte l'allure, on est attentif, on est précis, et plus on sera précis, plus on va améliorer cette efficience. Donc voilà, je pense que ce seraient les 3 points que je voudrais mettre en avant. Répéter, déterminer avec précision, et puis après respecter. Donc voilà, ça pourrait faire une bonne punchline: respecter, déterminer, forger. Voilà, on est dans 3. Moi j'aime bien ces trucs-là parce que c'est facile à retenir, mais ce serait peut-être le résumé de cette thématique. Et 4, contrôler
avec la fréquence cardiaque qui permet justement d'avoir une visibilité simple sans passer par un labo ou des outils ou des calculs complexes. Donc, c'est ce que tu as expliqué brillamment tout à l'heure. Merci Bruno pour cette nouvelle capsule. Et puis, on invite bien évidemment les auditeurs à nous faire remonter comment ils ont pu travailler leur efficience. S'ils le sont naturellement, on a, je pense, des personnes qui sont prédisposées à cela. Pour d'autres, il va falloir travailler un petit peu. C'est en tout cas ce qu'on vous souhaite sur les prochaines semaines. Merci Bruno. À bientôt. Et pour les auditeurs, on vous retrouve très rapidement. Aujourd'hui, c'était une capsule L'œil du coach avec Bruno et on vous souhaite une très belle semaine. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous! Find the biggest voices in sport on the Sports Social Podcast Network. Like Football Clichés with Adam Hurrey, Charlie Eccleshare and me, David Walker. It's a truly unique podcast all about the language of football, the words, the phrases and all the tiny things you didn't think you cared about until now. Search Football Clichés and listen wherever you get your podcasts. Sports Social Podcast Network.